Victime d'une malformation utérine sévère et d'autres problèmes médicaux, c'est à ses 20 ans que Martine a appris qu'elle ne pourrait jamais porter d'enfant. Triste et découragée, son infertilité est une souffrance pour la jeune femme et sa famille. Noël, les sorties du dimanche sont difficiles à vivre pour Martine. Mais il y a un peu plus de 4 ans, elle retrouve un peu d'espoir. Pour connaître son histoire, direction le sud-ouest de la France, c'est à visage caché qu'elle a accepté de témoigner. Déjà, il faut faire le deuil du fait qu'on ne pourra jamais avoir d'enfant soi-même, on va dire. Et ça prend un certain temps. Donc après, on envisage des solutions, comment avoir un enfant. Et donc la première, c'est l'adoption. Je me suis renseignée sur l'adoption, les démarches. Et c'était quand même des démarches assez compliquées qui prennent beaucoup de temps. Surtout si on veut un enfant en bas âge, donc ce qui était ma demande, avoir un enfant le plus jeune possible. Et donc ma première intention a été de me tourner vers l'adoption, qui est donc légale en France. Et en fait, je me suis tournée plutôt vers la GPA parce que mon problème était de porter, mais que je n'étais pas stérile, que je pouvais avoir quand même être enceinte, mais c'était difficile à le porter. Et donc c'est surtout parce que ma sœur m'a proposé que l'opportunité s'est présentée. Sinon, je ne me serais pas tournée vers cette procédure de GPA. Porter l'enfant de Martine, sa sœur Caroline y a beaucoup réfléchi. Déjà mère de plusieurs enfants, elle et son mari ont mis des années à prendre cette décision. Émue, Martine et son conjoint s'accordent quelques jours de réflexion avant de porter leur choix vers la Belgique pour plusieurs raisons. Alors déjà par une facilité de langue, puisque c'est un pays francophone, donc ça facilite énormément le dialogue avec l'équipe médicale. C'est un pays limitrophe, donc plus facile pour y s'y rendre. Parce qu'on avait hésité aussi avec le Canada, mais le Canada, ça revient beaucoup plus cher financièrement, parce qu'il faut prendre l'avion, etc. Donc c'était beaucoup plus compliqué avec le Canada. Ce monde, ils ne le connaissent pas. Martine avait vaguement entendu parler de la GPA dans les médias. Après un premier contact avec l'équipe bruxelloise du CHU Saint-Pierre, les couples sont immédiatement redirigés vers le cabinet d'une juriste, passage obligatoire pour évoquer les questions sensibles, comme nous l'explique Maître Sausson, avocate au barreau de Bruxelles. Je pense que c'est notre rôle de leur dire voilà tous les obstacles qu'il peut y avoir, voilà comment dès lors travailler en amont pour éliminer le cas échéant certains obstacles ou ne pas en rajouter quand c'est déjà compliqué. Et je pense qu'il vaut toujours mieux être lucide sur le procédé et savoir que, voilà, plutôt que de se lancer tête baissée et puis que de découvrir qu'il peut y avoir des problèmes. Donc oui, c'est un peu sans doute stressant, mais en même temps, ils savent très bien que s'ils rentrent dans ce processus-là, c'est quelque chose de complexe. Malgré cette première étape difficile, les motivations des deux couples restent intactes. Forcément, c'est pas moi et mon mari qui allait être découragés, puisque nous, on est quand même le couple demandeur, même si on n'a pas demandé réellement, on nous l'a proposé. Mais c'est difficile à décourager un couple qui veut un enfant. Voilà, par contre, effectivement, ma sœur, ça ne l'a pas découragée parce qu'elle était motivée depuis longtemps, puis c'est ma sœur, donc je dirais la personne la plus difficile, ça va être par rapport au conjoint de ma sœur. Il était un peu inquiet par rapport au début, après on en a beaucoup parlé, donc ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que l'avocate vous dit tous les risques. Si nous, on serait décédés pendant que ma sœur avait été enceinte, qu'est-ce que ma sœur et son mari auraient fait de l'enfant ? C'est une question, voilà, donc est-ce que le mari de ma sœur aurait été capable d'élever cet enfant qui n'était pas de lui ? C'est toutes ces questions-là qu'elle vous pose. Elle avertit le mari que la grossesse peut mal se passer, que sa femme peut rester alitée pendant 9 mois, qu'est-ce qu'il va faire, ils ont d'autres enfants. En fait, l'avocate essaie de faire peur, entre guillemets, en vous disant les risques qu'il y a. Et donc c'est vrai que ça suscite beaucoup de questions. C'est normal, je pense que c'est bien justement qu'on nous mette face à ces questions-là, parce que nous, il y a des questions qu'on ne s'était pas posées, et donc ça a permis de se les poser. Une fois les contraintes juridiques exposées, les deux couples rencontrent gynécologues et psychologues au CHU Saint-Pierre de Bruxelles. L'équipe leur paraît sérieuse, de quoi les rassurer dans leur démarche. 2 mois plus tard, un mail et une bonne nouvelle, leur dossier est accepté. Direction Bruxelles pour le prélèvement des gamètes de Martine et de son mari. Sa sœur les retrouve pour l'insémination. 2 tentatives plus tard, Caroline se retrouve enceinte. Donc là, c'est une grossesse particulière. Moi, je voyais ma sœur avec son ventre grossir. Je pouvais toucher son ventre pour sentir les battements. Elle me racontait sa grossesse au fur et à mesure. Donc je vivais vraiment une grossesse comme si un peu c'est moi qui le portais, mais même si je n'avais pas les signes. J'avais peur de cette attente qui paraît longue. C'est quand même 9 mois.
Il s'est passé finalement assez vite. Une situation invraisemblable pour les deux sœurs. Martine se prépare psychologiquement à être maman, même si son corps ne montre aucun signe d'une maternité. Schéma inverse pour Caroline, son ventre s'arrondit et les questions se multiplient. Au bout du 3e mois, on a vraiment attendu le 3e mois, c'était important de ne pas annoncer des choses pour après se mettre dans l'embarras si ça ne devait pas marcher. Mais au bout du 3e mois, elle expliquait à tout son entourage un peu que voilà, elle était enceinte, mais que ce n'était pas son enfant, c'était l'enfant de sa sœur. Je connais pas mal de personnes de son entourage donc, qui me connaissaient aussi. Alors c'est vrai que les gens étaient très interrogatifs. Je trouvais ça très courageux, on va dire, de la part de ma sœur. Certains ont dit mais moi je ne pourrais jamais faire ça, mais je trouve ça quand même merveilleux. Et on lui a posé beaucoup de questions, mais jamais personne ne l'a jugé, ne l'a dit quoi que ce soit de ne fais pas ça ou l'a découragé en fait. Par rapport à ses autres grossesses, en tout cas, elle était beaucoup plus détachée, on va dire. C'est plus facile pour moi, mais moi pareil, au niveau de mon travail, au niveau de mon... J'ai dit la vérité de suite, bon, pas à tout le monde, mais dans un moment dans mes proches, pour être libérée facilement quand j'en aurais besoin, pour qu'on sache que j'étais dans une procédure pour avoir un enfant. Une maternité à distance pour Martine. La future maman est attentive au bien-être de son enfant, tout en veillant à respecter la vie privée de sa sœur. J'étais souvent à ses côtés, mais pas tant que ça. Je n'étais pas envahissante. Je ne suis pas rentrée subitement. On se voyait régulièrement, on s'est vu comme avant finalement. Peut-être pas plus qu'avant. Parce que je n'allais pas rentrer dans sa vie tout d'un coup et être tous les jours chez elle en train de regarder son ventre pousser ou ce genre de choses. Donc on était toujours pareil, on se téléphonait. Parfois elle se posait des questions, me disant voilà, je suis pas très bien, je dois peut-être prendre un médicament. Elle me dit tiens, je dois faire ça. Je lui dis mais fais comme tu sais ce que tu dois faire quand tu es enceinte. Pour moi en tout cas, ça m'a pas changé mon quotidien puisque je travaillais toujours pareil. Je n'ai pas eu... Après il n'y a que la fin de la grossesse, effectivement, comme ça c'était un peu plus compliqué sur la fin. Où j'étais un peu plus près de ma sœur pour l'aider dans son quotidien, avec ses enfants, puisqu'elle a plusieurs enfants, donc j'allais l'aider pour les bains, etc., pour l'épauler un peu, ce qui était normal, quoi. Donc sur les 2 derniers mois, c'était un peu plus, voilà, c'était assez speed, parce que j'avais ma journée de travail, et le soir, j'allais chez elle. Jusqu'au jour où, en quittant son travail, Martine reçoit un appel de sa sœur. Caroline est sur le point d'accoucher. J'étais au travail et un soir en débauchant, comme tous les jours, hein, je devais aller chez ma sœur, donc l'aider. Et là, elle m'appelle, elle me dit c'est pas la peine de venir, je pars pour la clinique, ça y est, c'est le moment. Alors, sur le coup, c'est vrai que c'est des palpitations, c'est le cœur qui bat fort. Je ne me rendais pas compte, j'avais du mal à réaliser que ça y est, c'était le moment. Mais comme toute femme, j'ai appelé mon mari, comme si c'était moi qui l'apportais, pour dire ça y est, c'est le moment. Donc j'ai juste dit ça, il m'a dit bon, ok, je débauche. Donc voilà, après, on s'est rejoint à la clinique. Ma soeur est arrivée avec l'ambulance, puisque c'était vraiment... c'était temps, puisqu'elle avait déjà perdu les os. Moi, je l'ai rejoint là-bas. Et puis, bon, j'étais en salle d'accouchement avec elle. Tout le long du travail, je l'ai même aidée dans le travail. Voilà, la sage-femme disait, hop, tenez le ballon un moment pour faire arriver plus vite. Donc j'ai participé et on a attendu. J'ai assisté à l'accouchement. C'était un moment très émouvant, vraiment merveilleux. Quand le petit est né, on lui a mis sur elle comme normal, et puis elle m'a dit voilà, regarde, c'est ton enfant, regarde comme il est beau, c'est ton enfant. Donc voilà, on a pleuré toutes les deux, on a beaucoup pleuré. Elle savait qu'on allait lui mettre l'enfant sur elle, comme ça se fait toujours. Et elle m'a dit, moi par contre, je ne me sens pas capable de le prendre sur moi, puisque après, c'est pas le mien, donc elle me dit, je ne sais pas comment on va faire, est-ce qu'on ne pourra pas dire qu'il te le donne directement, ou à ton mari, que moi je ne veux pas trop qu'on me le mette sur moi. Bon, je lui ai dit, bon, on verra sur le moment, s'ils peuvent me le donner, on dira que tu te sens pas... De toute façon, le médecin accoucheur était au courant de la situation, donc... et en fait, on se pose beaucoup de questions, des fois, pour pas grand-chose, ça s'est fait de façon tellement naturelle. Ils lui ont donné, elle a pris sans se poser une seule question. Voilà, donc là, elle m'a dit, voilà, regarde comme il est beau ton enfant, c'est ton enfant. On était en pleurs. Et en fait, c'était encore mieux parce qu'elle avait sur elle donc pour le réchauffer pendant une bonne heure, je pense. Et après, c'est comme si elle me l'avait donné, en fait. Et c'est ça qui était merveilleux, c'est qu'elle m'a donné cet enfant une fois. Installée dans une clinique française, Martine vit pleinement les premières heures de son enfant. J'ai donné tous les biberons. Après, le lendemain, j'ai donné le premier bain.
et tous les autres bains d'ailleurs. Ma sœur disait qu'elle était fatiguée, elle préférait rester assise et elle demandait si est-ce que ma sœur peut donner le bain. Moi, je sais faire, vous avez qu'à lui expliquer à elle. Et puis moi, je reste assise, je suis fatiguée, j'ai la tête qui tourne. Donc voilà, je donnais le bain. Donc vraiment, j'ai fait... Et tout, comme toutes les mamans, finalement, la seule chose, c'est que je ne l'ai pas porté. Sinon, même à la maternité, voilà. Et après, je suis partie au bout de 3 jours... Au bout de 3 jours de maternité, je suis partie avec... donc mon mari et moi, on est partis de notre côté avec l'enfant. Et ma sœur est partie vite rejoindre ses enfants qui l'attendaient. Dès qu'il est né, de toute façon, je me suis sentie maman. Mais j'avais beaucoup de mal à réaliser. Hein. Quand je l'avais dans mes bras, je dis à chaque fois à mon mari, mais il est là, c'est pas croyable. C'est pas croyable. J'ai eu beaucoup de mal à réaliser. Même encore aujourd'hui, hein, il y a des moments où je me dis, c'est incroyable, c'est incroyable. Enfin maman d'un petit garçon, Martine admire sa sœur, devenue marraine de l'enfant. Une reconnaissance d'amour sans argent. Sa bienfaitrice n'a perçu aucune rétribution, car cette pratique est interdite par l'équipe médicale de Bruxelles. S'il y avait des frais inhérents à la grossesse, forcément, je finançais, ce qui est normal. C'était le seul aspect financier entre nous, c'était ça finalement. Si je lui offrais des vacances, c'est comme si quelque part... il y avait une contribution, je veux dire. Bon, après, c'est offrir, hein, je suis tout à fait d'accord. Non, et c'est resté... elle sait que je lui suis reconnaissante. Mais je pense que c'est un don d'amour. Hein, et d'un amour, il n'y a pas besoin de contrepartie. En 1 an de mon fils, je lui ai fait un poème, voilà, pour la remercier. 3 ans après la naissance du petit Adrien, Martine n'est toujours pas reconnue comme sa mère. En droit français, la femme qui accouche est considérée comme la mère de l'enfant. Pour devenir le parent légal, la mère d'intention doit passer par l'adoption. Une démarche complexe et risquée. La filiation maternelle est établie par la mention du nom de la mère. Première possibilité, parfois conseillée, qui est de faire un accouchement sous X en France, de façon à ce qu'il n'y ait pas de lien juridique avec la mère porteuse. C'est déjà compliqué, dans la mesure où normalement l'accouchement sous X en France est fait pour de réels abandons d'enfants, avec des enfants qui sont censés devenir pupilles de l'État et rentrer dans le système adoptif français. L'accouchement sous X français n'est pas fait pour ce genre de solution. Donc peut-être qu'avec certaines maternités, ça peut passer, je ne sais pas trop, mais évidemment, ça élimine le problème à la base. Le père d'intention va pouvoir reconnaître l'enfant, très bien, et ça, par rapport au droit français, c'est absolument parfait, mais comment rattacher juridiquement l'enfant à la mère d'intention ? Là, on a un gros problème. Alors, je ne sais pas jusqu'où cette information est vraiment la réalité, mais il semble que la seule solution qu'on propose parfois est de dire, oui, voilà, le père d'intention reconnaît l'enfant, la mère porteuse reste la mère pendant un temps, mais on attend suffisamment de temps que pour pouvoir ensuite faire l'adoption en France sans que ça n'ait plus l'air d'être une gestation pour autrui. Il faut alors à ce moment-là masquer ça sous le couvert d'une relation extra-conjugale que monsieur aurait eue, etc. Dans quelle mesure les tribunaux et les services sociaux français sont dupes ou pas dupes, c'est vraiment complexe. Mère biologique du petit Adrien, Martine devra encore patienter pour que son statut soit reconnu. Je suis sa maman, mais je ne suis pas sa mère. Je suis sa maman parce que je l'aime comme une maman, je l'élève, il m'aime comme sa maman, mais je ne suis pas sa mère sur les papiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a que mon mari qui est son père. Mon mari, son père et son papa, il est les deux. Moi, je ne suis que sa maman. C'est déjà énorme, c'est l'essentiel d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'au quotidien, pour l'instant, on n'a pas eu de problème parce que finalement, on joue la transparence, qu'on dit la vérité et qu'on leur dit, voilà, s'il y a un problème, il y a des papiers à signer, c'est mon mari. Mais bon, s'il faut mais on me laisse quand même aller le récupérer, par exemple, à l'école, ce genre de choses, parce que sinon, les gens sont compréhensifs. Mais aujourd'hui, je ne peux pas demander... Il faudrait que j'adopte l'enfant de mon mari. C'est comme ça que ça se passe. Il faudrait qu'il y ait des lois qui passent, il faudrait que tomber sur un juge qui se doute peut-être des choses, mais qui ferme les yeux, parce qu'il est... En fait, c'est une question de... C'est ce qu'on nous a un peu expliqué, c'est si le juge est plutôt pour cette procédure, il va peut-être voir au moment de signer l'adoption, il va s'en douter, parce qu'un juge s'en doutera forcément, mais il va se dire, s'il a une conviction que c'est une bonne chose, il va signer le papier, il ne va pas aller chercher plus loin. Si c'est un juge qui est contre et opposé, il va enquêter, et dans ce cas, il refusera l'adoption.
Donc là, pour l'instant, on n'a pas d'autre moyen que d'attendre ou de tenter de faire une demande qui sera peut-être rejetée et probablement rejetée actuellement. Quelle qu'en soit l'issue, Martine compte prochainement révéler à son enfant les origines de sa conception. Pour elle, il n'est pas question de lui cacher la vérité, mais elle ne veut pas non plus griller les étapes. Il sait que les bébés sont dans le ventre. D'ailleurs, des fois, il me pose. Une fois, il m'a dit: Maman, je veux retourner dans ton ventre, en rigolant, mais je n'ai pas encore dit que. Pour l'instant, je lui explique voilà, ce que c'est par étapes. Et donc, normalement, c'est pour cette année qu'on doit, avec ma soeur, lui expliquer les choses. Parce que là, il commence à être en âge de comprendre, pas comprendre totalement, mais déjà, il faut qu'il sache comment ça s'est passé. Une transparence fortement encouragée par l'équipe médicale de Bruxelles. Pour elle, le droit aux origines est l'aboutissement de ce long parcours, mais pour tous ces protagonistes, les conséquences du recours à cette pratique sont encore incertaines.